Salut toi, j'espère que tu vas bien. Alors je sais, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je suis de retour, c'est le plus important, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du No Title Podcast. Et cette fois-ci, je ne suis pas seule, je suis avec le pasteur Charlie. Enchanté. Enchanté. Et du coup, pour la petite histoire, le pasteur Charlie, c'est le pasteur principal de l'église, le Rocher. Voilà, on peut l'appeler de différentes manières. Et si ça vous dérange pas, je vais l'appeler Charlie aujourd'hui. Ça me va bien. Ok. Merci, mais en tout cas pour l'invitation et puis un plaisir de faire la connaissance avec ton public. Avec plaisir. Et du coup, en fait, je voulais qu'on puisse parler aujourd'hui d'un thème parce que j'avais à cœur vraiment que ça soit la première vidéo puisque tu as sorti un livre qui Ouais. s'appelle L'art de vaincre les Tout à montagnes. fait. Et dans l'une de ces montagnes-là, il y avait la procrastination. Donc, je me suis dit, on va vaincre cette montagne-là. Yes. Et en pratique aussi, je tenais à pouvoir recommencer avec Très toi bien. et qu'on puisse un petit peu parler de différents points que tu as abordés dans le livre. Très bien. Et par la suite, on a une petite surprise à la fin qu'on aimerait vous annoncer. Alors du coup, on va naviguer un petit peu à travers le livre, comme Ok. je te disais, et je vais te poser différentes questions. Et peut-être qu'il y aura d'autres questions qui vont venir par inspiration. Et voilà, et puis on va essayer de faire le tour du sujet. Exactement. Voilà, dans une bonne ambiance. Exactement. Et juste avant, est-ce que tu pourrais te présenter? Très bien. Donc moi je m'appelle Charles Edunze, j'ai 38 ans depuis quelques semaines. Voilà, ça me rajeunit pas, mais voilà, toujours aussi jeune. Donc je suis marié à Virginie et j'ai 2 enfants, un petit Noah de 5 ans et Eleanor de 1 an et demi. Donc ils sont pas sur les réseaux sociaux, enfin ils sont nulle part, à part à la maison, à l'église, à l'école. Et Voilà. c'est bien aussi Et comme c'est ça. bien, oui, parce que bon, voilà. Un jour ils y seront, mais pas pour le moment. Donc je suis pasteur à l'église Le Rocher, pasteur principal d'une église donc, qui est dans l'Aube, dans une petite commune qui s'appelle Pont-Sainte-Marie. Et puis j'ai le plaisir donc de servir toutes les semaines dans cette église-là. Donc j'ai un travail séculier, donc je suis ingénieur de formation en informatique et puis mes heures perdues, j'aime écrire et puis lire des livres forcément. Voilà. Yes. Et d'ailleurs, c'est pas son premier livre qu'il a sorti. Ouais. Donc, c'est aussi un écrivain, comme il l'a Voilà. dit. Donc voilà, alors pour commencer, je vois que dans le livre, en fait, tu expliques que les montagnes de nos vies peuvent naître de notre passé Tout à fait. et de nos pensées aussi, ou même du monde qui nous entoure. Ok. Donc, selon toi, comment reconnaître qu'on fait face à une vraie montagne et pas juste une période compliquée de sa vie? D'accord. Effectivement, c'est une bonne question puisqu'on peut se retrouver face à des situations qui ne sont pas des montagnes, mais qui sont difficiles. Et donc, ce que j'explique dans mon livre, en gros, pour comprendre et pour identifier qu'on est ou pas face à une montagne, donc un obstacle qui nous empêche d'aller de l'avant, c'est qu'en fait, une difficulté nous fatigue, nous épuise, nous fait... Voilà, si je passe une journée de travail où j'ai rencontré pas mal de soucis techniques, je vais rentrer en étant épuisé. Voilà, les difficultés nous épuisent. En revanche, si les difficultés nous fatiguent, les montagnes nous transforment. Wow. En fait, c'est là le distinguo, c'est que une montagne, on ne peut pas l'arrêter. En fait, quand quelqu'un vit une montagne, c'est extrêmement difficile de ne pas voir qu'il y a une montagne. En fait, ça va te transformer, non seulement de l'intérieur, mais ça peut également se refléter à l'extérieur. Et donc, il y a différents paramètres que j'explique dans le livre qui vont nous permettre de comprendre que là, on a affaire à une montagne. Donc, j'explique que les chaînes de montagnes qu'on voit un peu partout, en Europe, etc., naissent à l'issue de 2 facteurs. Il y a 2 facteurs qui contribuent à la naissance d'une montagne. C'est la force, donc les plaques tectoniques qui entrent en contact, et le temps. Donc, ça demande du temps et de la force. Et en fait, les montagnes naissent lorsqu'on a, pendant des années, pendant des semaines, pendant des mois, fait face à des difficultés, à des forces contraires. Quand on nous a dit année après année qu'on ne valait rien au travail, alors qu'on nous le dise une fois, un patron nous fait une remarque une première fois, une fois comme ça, en passant, que notre travail n'est pas à la hauteur de ce qu'il espérait, bon voilà, il l'a dit une fois, ça nous a un peu fait mal, mais on peut aller de l'avant. Mais si ça se répétait et ça se reproduisait dans le temps, il nous redisait la même chose encore et encore,
bah, avec le temps, ça va nous décourager. On va avoir Ok. on va avoir une posture, en tout cas un regard sur nous qui va être différent. Et donc, ça va transformer qui on est, notre identité. Hmm. Et donc, une montagne transforme l'identité. Waouh. Voilà, ça, c'est très important, ça. Ok, d'accord. Donc en gros, les montagnes, en fait, c'est une accumulation Une de accumulation. moments difficiles C'est sur ça. le temps, en En tout fait. cas, elles naissent de là. Elles naissent Ok. principalement de ça. Encore une fois, une attaque ou une difficulté isolée comme ça dans le temps, voilà, une fois comme ça en passant, ça va. D'ailleurs, les psychologues hein, le disent hein, dans les rapports qu'on peut avoir avec nos enfants. Ils disent, alors c'est des pourcentages, hein, en gros, tu peux, une fois comme ça en passant, t'énerver à 70% du temps dans une journée. Si tu t'énerves contre ton enfant 70% du temps Mhm. dans la journée, il suffit de 30% du temps pour que ça reparte. Voilà. Ok. En fait, c'est-à-dire que tu peux être dans un mauvais mood pendant très longtemps, mais juste un petit 30% et c'est reparti. Maintenant, si tu, donc voilà, si tu le fais une fois comme ça de temps en temps, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu répètes le processus et si dans le temps, il y a des choses qui se font comme ça avec tes proches, tes enfants, bah, c'est ça qui va créer la montagne. C'est que c'est la difficulté qui prend place dans le temps. C'est ça qui va créer cette montagne. D'accord, très bien. Et comme vous l'avez entendu, Charlie a donné une approche psychologique et du coup, c'est bien parce que on voit que dans le livre, il n'y a pas seulement l'aspect spirituel. Voilà, tu as trait un peu à la neuroscience et à la Tout psychologie à fait. comportementale. Donc c'est vraiment tout un package en fait qui est inclus dans le livre pour C'est ça. ça. Je voulais vraiment avoir quelque chose de très pratique. Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Hein. Je suis pasteur et je crois dans la réalité du monde spirituel, mais en même temps, Dieu nous a créés avec un corps et une âme parce que bah, il y a aussi des codes, il y a aussi des lois, des principes Yes. qui régissent le fonctionnement du corps et de l'âme. On connaît les lois spirituelles, mais il y a des lois également de l'âme et des lois du corps que la médecine et puis la physique peuvent nous enseigner, quoi. Exactement. Et pour compléter encore, comme vous allez le voir, comme il disait, il y a beaucoup de pratiques. Et bien à la fin de chaque Chaque chapitre, chapitre, il y tout a à des fait. exercices à faire en fait, des temps de réflexion, de la pratique à faire. Donc c'est vraiment un livre excellent. Voilà, je tenais à le dire. Donc c'est fascinant vraiment de voir que tout commence par justement la compréhension de ce qu'est une vraie C'est montagne. ça. Et pour continuer, en fait, dans la première partie du livre, tu parles aussi d'identifier et de décoder sa Tout montagne. à fait. Donc, quelle erreur revient le plus souvent chez ceux qui tentent de comprendre ce qui les bloque? Alors, je dirais que ce qui peut être problématique quand on veut chercher à comprendre ce qui nous bloque, c'est de ne pas aller au bout de la chose. Hein. Oh, wow. Il y a, si tu veux, si on veut trouver du pétrole, 30 mètres, ça suffira pas. À moins d'avoir vraiment, Oui. de trouver un puits exceptionnel. Hein. Il faut parfois aller en profondeur pour trouver la chose que l'on recherche. Beaucoup de personnes qui veulent être libérées, malheureusement, ne creusent pas assez et donc s'arrêtent à du superficiel. Elles se mettent à blâmer leur conjoint, blâmer les enfants, blâmer le système, etc. Et évidemment que il se peut que les personnes qui sont autour de nous contribuent à cela. Mais en fait, souvent, quand on regarde, quand on va plus en profondeur, on se rend compte que le comportement qu'on a aujourd'hui bah, peut parfois être un comportement qu'on a hérité ou qui est né Hmm. d'une situation, d'une relation avec nos parents ou même un truc qu'on a développé par soi-même parce que oui, euh, les parents ne sont pas responsables de tous nos maux, hein, Oui. mais il est vrai que beaucoup de nos maux naissent là-bas. Et souvent, en tout cas de ce que j'ai constaté, ceux qui vont on va dire, à la recherche de ce qui ne va pas dans leur vie, s'arrêtent trop en En surface surface, ouais. et on va pas très loin. Et donc, les personnes qu'on accuse ou alors qu'on reproche nos mots ne sont pas vraiment ces personnes-là. Elles contribuent à révéler quelque chose qui est plus profond. Waouh. Et donc, c'est vraiment, ce qui est important, c'est d'aller en profondeur. Et beaucoup de gens ne veulent pas y aller parce qu'en fait, quand on va en profondeur, on peut rencontrer des histoires, des récits qu'on avait voilà, Enterré, enterrés et oui, qu'on c'est veut, vrai. voilà, qui font du mal, qui font mal. Mhm. Mais néanmoins, il faut affronter son diagnostic si on Yes. veut avoir le bon traitement. Voilà. Ça, c'est très, très important. Ok, donc important d'aller en profondeur, même si ça Très fait mal, important. Ouais. même si que vous devez pleurer, crier. En fait, l'objectif, c'est de
que par la suite, en fait, il y aura du bon, en fait. C'est vraiment C'est de ça, surmonter ces montagnes-là. c'est ça. Et justement, ce que j'aime dans ton approche, c'est que tu relis ça à l'identité. Alors, D'accord. on va en parler. Donc, tu Mhm. dis que découvrir son identité est aussi essentiel pour affronter ces montagnes. Donc, pour quelqu'un qui se sent, entre guillemets, démonté ou perdu, Ouais. par où commencer? Par où commencer? Bah, par le Seigneur. Alors là, je vais revenir à quelque chose de très, Yeah, très il spirituel. faut. Je vais d'abord commencer par le spirituel, ensuite on va vraiment essayer d'aller sur du pragmatique, Ça même marche. si pour moi Dieu est pragmatique. Yes. Et donc par où commencer? Déjà par Jésus qui nous comprend en fait. Parce que quand on vit des montagnes, j'ai entendu il n'y a pas si longtemps avec quelqu'un, euh, on peut parfois être incompris. On peut être incompris, on peut se retrouver avec des gens qui vont juste nous dire, bah voilà, t'inquiète pas, ça va aller. Moi j'ai vécu ça, ça va aller. C'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Mhm. Et donc, premièrement, aller vers quelqu'un qui nous comprendra de toute façon. Yes. Et la Bible nous dit que Jésus est la personne parfaite parce qu'elle nous comprend, elle sait par quoi on passe. Oui. Et donc, on peut aller vers lui et il va nous apporter vraiment le réconfort dont on a besoin euh, pour ensuite entamer le chemin vers la guérison. Et donc, la première étape, c'est ça, c'est d'aller vers lui et puis d'aller tel qu'on est. C'est très Mm. important parce que Mm. souvent on s'empêche d'aller tel qu'on est parce qu'on a peur de déranger, peur d'être vu comme étant faible, Oui. etc. Oui. Honnêtement, et j'aime beaucoup cette histoire dans la Bible, hein, dans Luc chapitre 15, du fils prodigue. La Bible Mm. dit qu'à un moment donné, il se rend compte de son état. Mhm. Il aurait pu faire parce qu'il venait d'une famille aisée, il aurait pu continuer à faire la personne aisée, mais en fait non, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il était au mauvais endroit, Yes. il manquait de tout, et donc il a dû, non c'est bon, là je vais aller vers mon père, tel que je Mhm. suis. Il s'est pas habillé en Prada, etc. Il n'a pas mis ses plus beaux vêtements, il est parti tel qu'il était. Mm. Et en fait, il faut pouvoir affronter la réalité en y allant tel qu'on est. Et en reconnaissant qu'on est faible, qu'on a changé, qu'on n'est plus du tout la même personne, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et beaucoup de gens que j'ai constaté, en tout cas les personnes que j'ai pu rencontrer au Oui. quotidien depuis que je suis responsable au sein de l'église, bah, les personnes qui n'ont pas été jusqu'au bout, qui n'ont pas réussi à surmonter les problèmes qu'elles ont pu rencontrer, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, bah, c'est des personnes qui n'ont pas accepté leur état Wow. et qui se sont mis des étiquettes et qui n'ont pas eu le courage, parce que oui, c'est ça en fait, c'est le mot courage, le courage d'être vraiment la personne qu'elles sont. Le mot courage vient d'un mot latin le mot latin corps, en fait, qui signifie cœur. Souvent, quand Ok. on parle de courage, on pense évidemment que ça fait partie du courage, on pense à des héros de guerre, etc., à des personnes qui sont sacrifiées. Ça fait partie du courage, mais à l'origine, le mot courage signifie simplement ouvrir son cœur. Wow. Ça parle du cœur de quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui peut s'ouvrir et être vulnérable. En fait. Mm. Et dans ces moments-là, pour quelqu'un qui se sent démonté complètement plus bas que terre, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est viens à Jésus. Et surtout, Amen. viens comme tu es, à lui ou va voir quelqu'un en reconnaissant que tu as changé, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est la première étape vers la guérison. Quand tu es Amen. malade, quand tu reconnais que tu l'es, c'est déjà une première étape. Yes. Très Voilà. important. Ouais, très très important. Et du coup, à la suite de Jésus, est-ce qu'il Mhm. y a une autre étape où on considère vraiment que en fait, c'est ça le premier step en tout cas. Mhm. Mhm. Et par la suite, qu'est-ce que tu conseillerais derrière? Moi, je conseillerais donc, si déjà il y a certains qui ont besoin d'aller voir quelqu'un, qui ont besoin de parler à quelqu'un, moi je recommande justement d'aller voir quelqu'un, que ce soit un pasteur ou un conseiller, un ami, quelqu'un de proche, Oui. quelqu'un à qui on peut justement s'ouvrir simplement et puis parler librement. C'est jamais évident de se confier parce que Oui. on a toujours peur un peu d'être jugé, mais pourtant, je pense que c'est important de le faire, de s'ouvrir. C'est ce que font hein, les alcooliques anonymes. Hein. Mhm. D'ailleurs, un mouvement qui a été mis en place par un chrétien qui a vécu lui-même l'alcoolisme hein, de mémoire. Et en fait, ces personnes-là acceptent, premièrement, la première étape, c'est de reconnaître en fait, qu'elles sont faibles, qu'elles n'ont pas la force de Oui. résister
à la tentation et puis à la force de lutter contre ce qui les traîne vers le bas. Et ces personnes-là, généralement, vont vers d'autres personnes. Et puis, on essaie de se tirer vers le haut. Donc voilà, c'est important d'aller voir quelqu'un, de ne pas s'isoler, parce que souvent, ce qui tue aussi, c'est l'isolation, de dire que on va rester dans notre coin. Ça peut faire du bien à un temps, mais je pense qu'il faut aller voir quelqu'un, un pasteur, un ami, un proche, un papa. Et je parle notamment à un ado, peut-être. Va voir ton papa, ta maman, quelqu'un qui te rassure, un responsable de jeunes, et juste décharge-toi. En fait, ça va t'aider parce que tu vas te rendre compte que ce fardeau que tu portes, tu ne le porteras plus tout seul. Amen. Quelqu'un de confiance va pouvoir t'aider à le porter. Voilà. Yes. Entourez-vous des bonnes personnes, c'est trop important. Ouais. Mais jusque-là, c'est très intéressant. Donc, et très riche en fait en informations et aussi en pratique. Donc, on va continuer avec un chapitre justement que je trouvais qui était aussi intéressant. Et en fait, ma question, du coup, ce serait de comment accepter son passé, surtout quand il est lourd et sans devenir prisonnier de ce passé. Donc, en gros, pour le titre du chapitre, c'est le poids du passé pour ceux qui liront. Alors, comment accepter son passé? C'est vrai que c'est très, là, c'est une étape importante. Il faut l'accepter. De toute façon, qu'on ne veuille ou pas, le passé appartient au passé. Ça fait partie de notre histoire. Amen. Et donc, malheureusement, il n'est pas toujours gai. Hein. On peut avoir un passé très, très, très difficile. Je pense notamment aux personnes qui ont été victimes d'abus sexuels ou d'abus psychologiques. Ça fait partie de leur histoire, mais c'est un bagage qui est assez lourd. Mais il faut néanmoins accepter le passé. Et c'est important de comprendre que le fait d'accepter, ce n'est pas approuver ce qui s'est passé. C'est de réaliser que la chose s'est passée et que je ne peux pas changer ce passé-là. Je ne peux rien faire. Je pense notamment à l'histoire de Oprah Winfrey qui a été victime d'abus à plusieurs reprises. Et quand on la regarde aujourd'hui, c'est incroyable. Enfin, c'est une personne complètement différente. Exact. On pourrait pas imaginer qu'elle a eu un passé aussi difficile. Parce qu'en fait, il faut à un moment donné décider, et c'est pas évident. J'aimerais vraiment le dire à quelqu'un qui m'écoute. Lorsque je parle de décider, je sais très bien que ce n'est pas évident, et je mesure à quel point c'est un pas de foi, un pas important. Mais il faut décider d'avancer et accepter son passé. Encore une fois, ce n'est pas approuver ce qui s'est passé, c'est simplement de dire que ça s'est passé. Et l'étape d'après, c'est de dissocier le fait de la vérité. Donc il y a la réalité de ce qu'on a vécu, et il y a la réalité. La réalité nous dit ce qu'on nous a fait, ce qu'on a vécu, mais la vérité dit qui on est. Amen, waouh. C'est très important de distinguer les deux. C'est-à-dire, si on m'a rabaissé, on m'a dit que j'étais nul, que je ne valais rien, etc. C'est une réalité. Hein. Je ne peux pas nier le fait qu'on m'ait parlé de cette manière-là. C'est une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité dit autre chose. Et nous, en tant que chrétiens, on croit que la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et la vérité va au-delà de la réalité. Peu importe ce qu'on nous a dit, la vérité primera toujours. Donc, comment est-ce qu'on peut accepter son passé? Accepter son passé, c'est premièrement de dire que ça s'est passé, il y a eu un fait, il y a une réalité, mais je vais surtout embrasser la vérité. Ça passe par peut-être par de la méditation ou par justement ce que les psychologues, dans le cas les neuroscientifiques, parlent de réinterpréter son histoire, son passé, parce que dans le cerveau, on a différents types de mémoire. Hein. Dans le cerveau, on a ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Donc la mémoire épisodique, c'est une mémoire qui c'est là qu'on va stocker tout ce qui s'est passé. Voilà, j'ai pris ma voiture et puis j'ai été au centre-ville et là-bas, il y a quelqu'un qui s'est mis à m'insulter. Donc c'est un fait, ça s'est vraiment passé. Hein. Il y a vraiment eu quelque chose là-bas, on m'a insulté. Alors, c'est pas mon histoire, mais je prends un exemple. Hein. Exemple. Voilà, donc dans la mémoire épisodique, va y avoir une partie de mon cerveau qui va stocker cette histoire-là. Voiture, centre-ville, insulte. Ça, c'est un fait. Maintenant, il y a une autre partie qu'on appelle la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, donc sémantique pour sens, c'est la partie où on va interpréter ce qu'on a vécu. Donc, j'ai pris mon véhicule, je suis allé en centre-ville de Troyes, on m'a insulté, et donc je vais interpréter. Donc là, l'interprétation va dépendre de l'état de notre âme, hein, va dépendre de notre éducation, va dépendre de plein de facteurs.
de notre vie spirituelle. Et donc, on va pouvoir interpréter en disant, bah tiens, on m'a insulté, donc je suis nul, je ne vaux rien, etc. Donc ça, c'est l'interprétation que je donne d'un fait qui a eu lieu dans l'espace et le temps. Et donc, il y a la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Et en fait, accepter son passé, c'est aussi c'est aussi réécrire l'histoire qui nous a été contée par notre âme. Wow. De dire que bah voilà ce que mon cerveau a interprété. Maintenant, je vais prendre la vérité et je vais réinterpréter cette histoire. Et c'est grâce à ça qu'on peut vivre autre chose dans sa vie. C'est grâce à ça que Joseph, des hommes comme Joseph dans la Bible, ont pu avancer parce qu'ils ont réinterprété ce qu'ils ont vécu. Yeah. Ils se sont pas arrêtés, Joseph en particulier ne s'est pas arrêté en disant mais mes frères m'ont jeté dans un puits, je ne vaux rien, j'ai été vendu comme esclave. Il n'a pas dit je ne suis qu'un esclave. Non, non, non. D'ailleurs, on ne voit jamais parler de ce qu'il a vécu. En tout cas, très peu. Il met pas en avant cette partie-là, mais il reste accroché au rêve, à la vérité. Wow. Et c'est très important de s'attacher à ce que dit la vérité, à réécrire l'histoire de notre vécu. Et c'est ce qui fait la force de personnes comme Oprah Winfrey, qui a refusé, en guillemets, d'être dictée par l'histoire de son vécu. C'est très important. Non, c'est vraiment excellent ici. La partie de la neuroscience, quand j'étais en train de lire, était vraiment fascinante parce que tu te dis, en fait, tu peux contrôler en fait ce que tu reçois et tu peux changer les pensées, bien évidemment, par l'aide du Saint-Esprit. Bien sûr. Et donc, en fait, on ne doit pas laisser nos pensées nous définir, mais la vérité C'est ça. qui est dite dans la parole de Dieu, c'est elle qui doit nous définir. D'ailleurs, la Bible nous encourage de ne pas nous conformer Amen. au siècle présent, mais de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Yes. Parce qu'on a besoin de renouveler ses pensées. Oui. Et parce que, comme on le voit dans les proverbes, on est finalement tel que sont nos pensées. Et donc, il y a des saisons où il est important de juste renouveler nos pensées, de dire, OK, voilà ce que je ressens, voilà ce que j'ai vécu. Est-ce que ce que mon âme est en train de me dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis vraiment si mauvais que ça? Alors, il y a plein de façons d'aller à l'encontre de ça. Par exemple, si dans votre travail, ou un autre exemple, si dans la rue on vous dit que vous êtes nul, vous pouvez regarder vos bulletins scolaires et mettre ça en corollaire et dire bah non, en fait ça va. Ben oui. Voilà. Et puis de juste en fait aller chercher la vérité dans des faits, dans ce que dit la Bible, dans ce que dit nos proches, même dans ce que dit votre maman, même si on sait que les mamans sont peu objectives, mais c'est important d'aller chercher néanmoins. Ça booste un peu des Ça fois. booste un peu et les mamans aussi connaissent leurs enfants et puis Oui. elles savent vraiment qui nous sommes. Beaucoup de mamans, beaucoup de parents en fait savent déjà très tôt un peu la trajectoire que vont prendre leurs enfants. Waouh, ok. Donc aller chercher la vérité pour Amen. réinterpréter son histoire et accepter son passé. Amen, amen. À un moment donné, tu parles aussi des pensées limitantes. Ouais. Donc, quelles pensées limitantes rencontres-tu le plus souvent chez les gens et puis comment transformer celles-ci réellement? Alors, celle que j'entends souvent, bon, je vais l'englober dans je ne suis pas assez. Voilà. Je ne suis pas assez de plein de choses. Pas assez beau, fort, mince, gros, etc. J'ai vraiment entendu de tout, mais le je ne suis pas assez revient souvent et je pense que c'est une question de on se compare à quoi au juste. Voilà, on n'est pas assez par rapport à quoi. C'est ça le problème, c'est que je remarque en tout cas dans ma génération qu'il y a des questions qu'on se pose qu'on ne se posait pas avant. C'est vrai. Parce qu'on n'avait pas TikTok, Instagram, etc. C'est trop vrai. Parce qu'en fait, le baromètre a évolué. On se compare à quoi en fait juste. Et donc, beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne sont pas assez, j'ai envie de dire, mais tu n'es pas assez par rapport à quoi? Wow. Quelle est la mesure qui te permet de dire que tu n'es pas assez? Alors, si tu te réfères à la Bible et que tu te dis je ne suis pas assez dans la présence de Dieu, bah pourquoi pas? Okay. Si la Bible, si tu sens qu'il y a un delta, va chercher, mais ne te compare jamais aux choses du monde, parce que la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais sa parole, elle, ne passera pas. Amen. En fait, les modes, tout ça, et gloire à Dieu pour la tectonique qui est passée, parce que clairement, je n'étais pas assez bon dans la tectonique et je suis dans la joie parce que, voilà. Mais c'est des choses qui passent. Ça passe. Instagram passera, TikTok, etc. Les modes passeront. Oui. Mais par contre, la parole de Dieu ne passera jamais. Et donc, je ne suis pas assez, faut la comparer à la parole de Dieu, pas aux personnes autour de moi. Et c'est vraiment le truc que j'ai souvent vu chez les personnes, c'est de ne pas se sentir assez bon, assez
assez, je sais pas, déterminé, assez en pleine forme, enfin, plein de Ouais, choses comme ça. ok. Et c'est important de se dire, mais on n'est pas assez par rapport à quoi. Hmm. Voilà. Waouh. Non, c'est trop vrai. Ouais. Et enfin, je l'entends même pour moi-même. C'est vrai que c'est quelque chose où, avec la société dans laquelle on est actuellement, c'est vraiment facile de Mhm. tendre à la comparaison, Tout à alors fait. que, en fait, Dieu dit déjà qui nous sommes. Mhm. C'est à nous aussi de chercher, d'aller voir et de vraiment s'ancrer dans sa parole et de d'être sûr que peu importe ce qui va passer, justement, les Tout à fait. trends, etc. Ouais, En fait, on reste comme Jésus dit que nous sommes et ça ne va exactement. pas changer, ça, par Yes. contre. Un autre chapitre que j'ai trouvé qui était intéressant aussi, c'est l'auto-sabotage. Ouais. Waouh, ça vraiment, ça me concerne. Et du coup, et ça concerne aussi beaucoup. Quels sont, selon toi, les signes les plus révélateurs qu'on s'auto-sabote? Ah, il y en a quand même pas mal. Oui. Il y a, on a tous un rêve, on a tous un truc auquel on aspire. Et alors l'un des signes que je revois souvent dans l'auto-sabotage, hein, c'est la procrastination. C'est Hmm. on va dire un symptôme de l'auto-sabotage. Oui. Mais en fait, je vais en parler peut-être après, mais Ok. en même temps, la procrastination euh, parle d'autre chose. Ça parle enfin, il y a une histoire derrière la procrastination. D'accord. Donc, l'un des signes, en tout cas, d'auto-sabotage que je rencontre assez souvent, c'est le fait que les gens procrastinent. En fait, elles ont un papier à livrer, un projet à livrer, mais ne se donnent pas les moyens, en tout cas, procrastinent et puis Yeah. remettent à demain. Et souvent, derrière, c'est qu'en fait, on a peur de plein de choses. Beaucoup de personnes qui procrastinent peuvent avoir peur de justement livrer quelque chose Hmm. et de faire face au jugement. Oui. Parce qu'en fait, quand on livre quelque chose, la personne à qui on doit la chose en question Mhm. va nous féliciter ou Oui. pas. Donc il y aura un résultat derrière. Et donc souvent, mais c'est pas tout le temps le cas, souvent les personnes qui procrastinent en fait peuvent avoir peur du jugement des autres, du Hmm. regard qu'on va porter sur la chose qu'elles font. Mhm. Mais ça peut être aussi la procrastination, ça peut être aussi juste un manque de clarté. Si on fait face à un gros projet qui va dans tous les sens, j'ai Hmm. remarqué que les gens procrastinent naturellement parce qu'elles savent même pas par où commencer. Oui, c'est Et donc, vrai. le fait de juste mettre de la clarté, Mhm. de simplifier peut-être la chose, ça donne déjà plus de facilité à se lancer et puis à y aller, quoi. Mais ça, il y a des méthodes pour ça. Après, n'hésitez pas à aller rechercher, mais il y a Ouais, vraiment des il y a des méthodes. méthodes pratiques Hmm. pour ça. Ça, c'est vraiment Mm. intéressant. En tout cas, voilà, c'est l'un des signes d'auto-sabotage que moi je retrouve souvent, c'est que les gens s'empêchent procrastinent Ok. et puis naturellement s'empêchent d'aller de l'avant. Hmm. Je suis d'accord. Il y a un truc que justement, par rapport à ça, que j'ai découvert, c'est que, en fait, j'avais tellement l'habitude qu'on me dise, enfin, j'avais tellement l'habitude qu'on me félicite Mhm. que du coup, étant adulte, j'avais peur en fait qu'on me dise non, etc. Donc c'est pour ça que j'hésitais en fait à faire Ouais. certaines choses. Et c'est important de pouvoir repérer ça. Et comme on l'a dit même depuis le début, en fait, vous allez voir que tout est lié, hein. Mm. Mais c'est peut-être des fois depuis l'enfance en fait que la raison de ton autosabotage, c'est à cause de certaines choses que tu as vécues quand tu C'est étais ça, enfant. c'est ça. Donc tout est lié, les amis. En tout cas. Alors, tu voulais rajouter quelque chose? Je pensais à un truc à l'instant, tu m'as Vas-y. parlé d'enfance, et c'est vrai que Oui. ça fait écho sur un autre principe d'auto-sabotage ça je l'ai vu en consultation, des personnes qui notamment dans leur vie amoureuse en fait, Hmm. qui stoppaient court dans une relation assez tôt parce qu'elles avaient peur en fait elles arrêtaient la relation avant parce qu'elles avaient peur que la personne qu'elles aimaient décide avant elles d'arrêter la relation. Oh, Et waouh. donc, pour éviter de souffrir et de gagner, de garder le contrôle de ses sentiments, Hmm. entre guillemets, de ce qu'on va ressentir, on arrête avant. Comme ça, on ne peut se reprocher enfin, Oui, en gros, on est responsable oui. de l'arrêt de la C'est ta relation. décision. Et ça, je l'ai vu, enfin, pas mal de fois quand même, des jeunes filles, des jeunes gars qui passent de relation en relation, parce qu'en fait, elles recherchent l'approbation, etc., le regard des gens, mais aussi elles ont peur
de devoir affronter on arrête. Tu vois, ça c'est, on s'auto-sabote avant de vivre, d'avoir le cœur brisé, quoi. C'est un truc qui revient aussi souvent. Et justement, par rapport à ça, c'est ce que tu disais un peu, l'auto-sabotage, en fait, s'entretient à cause de certaines attitudes qui, je dirais, sont des attitudes, en fait, au final, toxiques. Et donc, ma prochaine question, c'est vrai que tu abordes aussi les schémas familiaux, la recherche de la validation. Ouais. Et donc, comment briser un schéma qu'on répète depuis des années? Donc, schéma toxique, voilà, etc. Donc, en gros, on est dans une habitude, quoi. Oui, c'est On est ça. dans une boucle des habitudes. Et même qu'on a hérité, je On a dirais, de hérité, nos ouais. familles et autres. L'homme spirituel que je suis va dire, Vas-y. déjà, allez vers Jésus. Amen. Il est capable de briser des choses en vous. Maintenant, les habitudes toxiques, on va dire, pour les briser, ça va demander plusieurs étapes. En fait, Oui. la première étape, déjà, faut comprendre déjà comment fonctionnent les habitudes. Les habitudes, ça a été étudié par plein de scientifiques, hein. Généralement, les habitudes, on va les découper en trois étapes, hein. Une habitude, c'est 3 étapes. Il y en a d'autres, mais bon, on le simplifie en 3. Il y a ce qu'on appelle le déclencheur. Un déclencheur, on a généralement un élément qui va pousser à faire une action. Il y a la routine et il y a la récompense. Okay. Donc, une habitude, c'est un déclencheur, une routine, une récompense. Et je peux prendre un exemple pour être tout à fait soit plus simple. Quand on regarde, quand on étudie, par exemple, les personnes qui sont addictes à la cigarette ou à l'alcool, etc., on va souvent remarquer que ces personnes-là vont décider de fumer, donc mettre en place la routine. Elles vont déclencher la routine de fumer parce qu'elles sont, je sais pas, stressées ou fatiguées, etc. Et donc, le déclencheur, c'est la fatigue. La routine, c'est la cigarette. Et puis, la récompense, c'est que elles se sentent apaisées. Ouais, soulagées, ouais. Pareil pour les personnes qui sont addictes aux réseaux sociaux. Souvent, le déclencheur, c'est l'ennui. Donc, on s'ennuie. Wow, et qu'est-ce qu'on fait? On va démarrer la routine qui est scroller sur Insta, LinkedIn pour moi. et la récompense, c'est que on découvre la vie des gens et puis chaud de dopamine et on se sent bien. Et donc, il y a ces 3 étapes-là, le déclencheur, donc l'élément qui cause la routine, donc déclencheur, routine et récompense. Okay. Et donc, ce que l'on veut, en fait, c'est avoir la récompense. Ça, la récompense, voilà, on veut tous être heureux, on veut ne pas s'ennuyer, on veut être en paix. Et donc, la récompense, on ne va pas la changer. Ce qu'on peut, là où on peut éventuellement travailler, ça va être au niveau de la routine, déjà. Et c'est un peu plus compliqué. On peut aussi gérer le déclencheur, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, l'idée, c'est de dire que si quelqu'un a une routine qui ne lui plaît pas, au hasard, est-ce que tu as un exemple comme ça, une routine ou une habitude toxique, ça peut être… se réveiller tard, trop tard. Ok, se réveiller. Dormir 10-12 heures par jour. Par exemple, voilà. Ça, c'est la routine. On dort tout le temps, voilà. Et donc, le déclencheur, ça peut être de la fatigue. Ça peut être de la fatigue. Et donc là, on peut se dire, de manière très pratique, hein, pourquoi est-ce que je suis fatigué comme ça? Donc, ça peut être une question de priorité, ça peut être une question même d'alimentation, ça peut être plein de facteurs. Et donc, on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qui déclenche justement cette routine où on va enchaîner les nuits extrêmement longues, quoi. Et donc, on va venir travailler sur les déclencheurs. Quel est le contexte, l'environnement, parce que c'est ça en fait. Quel est l'environnement qui fait que je me retrouve à vivre cette routine-là, quoi. Okay. Et donc, on peut travailler sur cette partie-là, sur la partie déclencheur, qui est aussi une question d'environnement. Il y a un exemple là qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple des soldats américains pendant la guerre du Vietnam. Donc, on avait remarqué que dans les troupes, on avait pas mal de personnes qui étaient devenues addictes à l'opium, qui permettaient comme ça de passer le temps et puis de gérer les traumas. Et donc, il y avait vraiment un gros problème de santé publique et donc l'État américain ne savait pas quoi faire de ces soldats-là. Et en fait, dans l'étude qui a été faite sur ces soldats, on a remarqué que le simple fait de les avoir déplacés du Vietnam aux États-Unis, ça a eu un impact sur leur santé de quasiment 80%. Wow. Et donc, un gros changement juste dû au fait que l'environnement a
a été changé. Changer. Et donc, on peut changer nos habitudes en changeant notre environnement. Donc, en changeant le lieu où le déclencheur est le plus propice à se mettre en place. Et donc, quelqu'un qui veut dormir peut-être moins longtemps ou en tout cas mieux dormir, il y a peut-être un environnement à revoir, à retravailler. Wow. Peut-être que le téléphone, on va peut-être éviter de le laisser dans la Mhm. chambre parce que c'est aussi c'est partie des choses qui nous empêchent de dormir suffisamment parce qu'on est sur le téléphone, Mhm. etc. Moi personnellement, je sais que j'ai dû à un moment donné, pour ma propre santé physique, Ok. mentale, tout ça, mon téléphone il est programmé pour que passé 19h, Yeah. déjà il passe Mode en veille, un mode truc comme veille, ça. voilà, Mm. écran noir, enfin je vois plus quasiment rien. Donc Ok. voilà, et j'ai plus de notifications, donc Mhm. malheureusement, on peut pas me joindre à ce moment-là. Donc il y a mon épouse qui est toujours disponible, donc si jamais il y a besoin, je sais que les urgences, généralement ça passe pareil, mais bon, Ok. il y en a très peu. En tout cas, mon téléphone n'est plus actif ou très peu actif Mm. passé 19h. Ce qui me permet comme ça de préparer mon corps pour une nuit de sommeil normale, quoi. Voilà. Et même, il y a des études qui le disent, hein, que le portable avant d'aller dormir, Ouais, c'est pas bon. c'est pas bon. Enfin, il y a Ouais. plusieurs heures avant. Bref, voilà. On sait, mais il faut le mettre en Faut pratique. mettre en pratique. C'est jamais évident. Encore une C'est fois, on n'est pas là vrai. pour juger C'est qui que ce ça. soit. Voilà, ce sont des solutions qui marchent. Et puis, faut pouvoir les tester et puis voir ce qui C'est va. ça. Et même, je sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais en tout cas, si vous voyez que vous avez déjà essayé, n'hésitez pas à recommencer. C'est pas Mm. grave si vous n'avez pas réussi la première fois, deuxième fois, troisième fois. L'essentiel, c'est d'essayer. Vous allez voir au fur et à mesure que vous implémentez les bonnes habitudes, ça va être ancré et ça va devenir un avec vous, en Tout à fait. fait. On a presque fini. On va enfin parler de la procrastination. Ok, très bien. Donc, tu as parlé justement par rapport aux habitudes, Mhm. beaucoup de procrastination, d'évitement, mais Mhm. aussi de déni. Donc, selon toi, comment transformer ces habitudes en levier d'action? Alors, comment ne plus procrastiner en somme, quoi, grosso Voilà. modo. Alors, déjà, bon, j'ai parlé rapidement tout à l'heure de clarté. Mm. Beaucoup de personnes qui procrastinent, c'est des personnes qui peut-être manquent de clarté sur ce qu'elles doivent faire ou effectuer. Et donc, il faut mettre de la lumière là où il y a pas de, il y a les ténèbres. En fait. Mhm. Moi, je le sais dans le milieu dans lequel j'évolue, en informatique. Si j'ai pas de cahier des charges, je vais avoir du mal à avancer. Je vais aller chercher des infos et si j'ai pas d'infos, j'aurai pas la force d'avancer. Enfin, il Ok. y a un truc qui va m'empêcher parce que j'aime pas naviguer à vue, quoi. Enfin, voilà, sans savoir où je vais. Mhm. Et donc, parfois, pour ne plus procrastiner, il suffit simplement de mettre de la clarté dans les choses. Et on va se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas une si grande montagne que ça. En fait, Mhm. c'est pas grand-chose quand on y met de la lumière. C'est trop La vrai. deuxième chose que je pourrais dire, c'est peut-être aussi de découper les choses en petits Yes. morceaux. Ne dites pas que vous allez lire un livre, lisez une page. Voilà, je vais Mhm. lire une page. Ou alors je vais lire un chapitre, si vous préférez. Ou je vais lire un paragraphe. Tout dépend de votre niveau d'amour de la lecture. Parce que lire un livre, c'est vraiment très long. Dans notre cerveau, il est en mode bataille, il va se préparer au combat. C'est ça en fait, notre corps est comme ça en fait. Nos ancêtres ont vécu des choses très très compliquées, donc notre corps s'est habitué à tout le temps être un peu sur la Oui. défensive. Et donc, si vous dites à votre cerveau qu'on va lire un livre avant de dormir, il va dire attention, tu vas m'empêcher de dormir, et donc il va batailler, et donc on va procrastiner. Donc dites à votre cerveau, on va hacker le cerveau, on va dire non, on va lire une page. Et là il va dire ah ça va, c'est une page, c'est un chapitre. Voilà. Maintenant, il y a un autre mécanisme qui va se mettre en place. Je me rappelle plus du nom de ce mécanisme psychologique, mais qui en gros dit que lorsqu'on a commencé quelque chose, généralement, on a envie d'aller jusqu'au bout. C'est vrai. C'est-à-dire, si vous commencez à lire juste un paragraphe, votre cerveau vous poussera à lire la suite, en fait. Et donc ça, mais faut pas lui dire avant, faut pas lui dire qu'on va le faire. Juste dites à votre cerveau, je vais lire un chapitre ou un paragraphe. Et derrière, il y a un autre mécanisme qui va se mettre en place. Et vous aurez envie de lire la suite. Yes. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à lire plein de livres, plein de pages. Excellent. Personnellement, lorsque je m'engage pour écrire un livre, je ne pars jamais en disant que je vais écrire un livre. Ok. Je vais écrire un paragraphe. Ok. Et je me retrouve 1 heure plus tard avec plein de paragraphes. Wow. Donc ça marche comme ça. Parce que notre cerveau ne veut pas, en fait notre cerveau veut économiser de l'énergie pour une éventuelle bataille avec quelqu'un, avec
avec un tigre dans la jungle, etc. Donc, en Wow. fait, votre cerveau, il a besoin d'être rassuré. Et donc, lui donnez pas trop d'infos, dites-lui juste, on va lire un paragraphe. Et derrière, Hmm. vous inquiétez pas, vous allez pouvoir attaquer sur plein de choses. Et donc, Hmm. première chose, il faut de la clarté, mettre de la clarté pour pas être dans le flou et donc se dire que en fait, c'est pas si effrayant que ça. Yes. Deuxième chose, on va découper en petits morceaux et ce qui permet de justement ne pas lire un livre, mais un chapitre. Mhm. Et puis, si je peux rajouter Oui, également un dernier, je dirais de ne pas trop s'en vouloir si ça marche pas du premier coup. je suis d'accord. Typiquement, dans les personnes qui travaillent sur les habitudes, si on s'était dit qu'on irait à la salle de sport tous les jours, Mhm. ou 3 fois par semaine, ou une fois par semaine, généralement dans le cycle des habitudes, ne pas y aller une fois, c'est pas très grave. Non, ça En va. fait, ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas y aller 2 fois d'affilée. Hmm. Voilà. Hmm. Parce qu'en fait, ça, pareil, ça risque de nous emmener dans un autre cycle d'habitude. Ok. Et donc, voilà, tomber ou ne pas y arriver une première fois, faut pas être trop dur avec soi, faut se dire ça Yes. arrive, hein. Très Mais bien. essayer de ne pas le faire 2 fois d'affilée pour Hmm. éviter justement de retomber dans de mauvaises habitudes. Hmm. Et comme tu le disais par rapport aux petites étapes, le faire au fur et à mesure, ça Ouais, me fait penser au verset qui dit de ne pas négliger les faibles exactement. commencements. Commencer petit, qui est-ce qui a dit que ce n'était pas bon? Mhm. C'est justement quand on se compare aux autres, on a l'impression que les gens qui sont déjà là, ils ont commencé déjà en haut, alors qu'en vrai, ils ont commencé en bas. Donc, ne te néglige pas, ne t'en veux pas pour Ouais. certaines choses, mais vraiment, donne-toi de la grâce, comme je disais tout à l'heure. Il y a un proverbe aussi martiniquais qui dit c'est graine d'iri qui a fait sac d'iri. Donc Ah c'est les graines de riz c'est les graines de riz qu'il faut, les gros sacs de riz ah, en fait. Faut un exactement. grain de riz pour commencer, tu vois. Voilà. Donc voilà. En tout cas, encouragement pour celui qui souhaite commencer. Commence seulement. Dans le livre, tu parles aussi de devenir antifragile. Ouais. Donc pour toi, quelle est la force cachée la plus sous-estimée c'est chez les gens aujourd'hui? Ah, la force cachée la plus sous-estimée. Je dirais, en tout cas, celle que j'aimerais qu'on développe plus, Ok. je vais plutôt le tourner comme ça, Mhm. c'est le fait d'être vrai, Hmm. d'être vulnérable en fait. Je Wow. reviens justement au courage qui a rapport avec le cœur, d'avoir le courage d'être vrai, parce que dans un monde où on joue tous un rôle, ce sont les personnes qui ont ce courage-là d'être vrai, qui arrivent jusqu'au bout, qui arrivent au bout qui arrivent jusqu'à la terre promise. Lorsque je Hmm. regarde la Bible, je regarde l'histoire de Josué et Mhm. d'ailleurs j'en parle un peu dans le livre, hein, je parle Oui, de Josué, Caleb et puis les autres oui. espions. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque je regarde à ce personnage de Josué, je pense qu'il avait peur comme les autres. Mhm. Il avait peur comme les autres et il n'a pas nié ça. Et je pense qu'il faut juste être vrai, de dire qu'il faut appeler une montagne une montagne, Ok. il faut appeler un drame, ça l'est. Et puis il faut juste avoir le courage d'en parler avec quelqu'un, d'être vrai devant Dieu, devant un pasteur, devant un frère, un Yes. ami. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui est de moins en moins présent dans notre société, en tout cas qu'on met de côté, Oui. et parce qu'on a besoin de gens, voilà, parce que quand on parle du courage, on parle de gens qui ne pleurent pas, Hmm. etc., qui sont C'est des vrai. hommes ou des femmes Ouais. forts, des hommes forts, etc. Je pense qu'on doit revenir à ce courage qui a rapport avec le cœur, Oui. un cœur à cœur, être vrai devant Dieu, devant les hommes. Et, Wow. en fait, quand tu vis dans la vérité, de toute façon, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui nous Qui nous a affranchit. franchi. Quand on va Yes. chercher le vrai, quand on cherche la vérité, c'est là qu'on trouve la liberté. Magnifique. Il n'y avait pas plus Yes. simple. Être vrai. Être vrai, très important. Pour finir, donc en fait, quand vous allez voir un peu le résumé du livre, tu dis que la montagne, en fait, est le chemin. Yes. C'est fort. Donc, quel message aimerais-tu laisser à quelqu'un qui nous écoute Mhm. aujourd'hui et qui se sent au pied d'une montagne écrasante? Alors, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est premièrement, souvent quand on vit des montagnes, quand on a des montagnes devant nous, on a l'impression qu'elles seront toujours là, que ça durera éternellement. Euh, pour avoir vécu des galères et des montagnes
plusieurs fois dans ma vie, ça finira par s'arrêter, ça finira Amen. par aller. La montagne n'est pas là pour t'écraser, elle est là pour te révéler en fait. Nos montagnes sont là pour révéler les capacités qu'on a. J'aime beaucoup cette image qu'avait donnée un homme de Dieu lors d'une conférence. Il avait pris l'exemple d'un passage de la Bible qui dit que Dieu ne permettra pas que l'on soit éprouvé au-delà de nos limites. Amen. Il a pris un exemple que j'aime beaucoup, qui est l'exemple d'un ascenseur. Généralement, dans un ascenseur, vous voyez, il y a toujours écrit le nombre de personnes qu'elle peut transporter, le nombre de tonnes ou de kilos. Et donc, l'ascenseur n'est pas censé paniquer s'il y a 2-3 personnes, quoi, ou s'il y a 4 personnes. En fait, aussi longtemps qu'on n'a pas atteint la limite, on n'a pas à paniquer. Parce que nos épreuves, Dieu permet que l'on ait des épreuves. Et il ne permettra pas, en tout cas pour nous qui croyons, que l'on soit tenté au-delà de nos capacités. Et donc, si tu vis quelque chose, sache que Dieu ne permettra pas que tu ailles au-delà de tes capacités. Et donc, si tu vis ça, c'est que tu as la capacité, bravo, la capacité de surmonter cela. Donc, félicitations à toi. Tu es la personne la mieux placée pour vaincre cette montagne. Quelqu'un qui passe un examen de niveau bac, le niveau bac. En tout cas, elle a le niveau pour passer l'examen. Tout comme quelqu'un qui passe un examen de niveau bac plus 3, master, etc. On suppose qu'elle a la capacité de surmonter parce qu'elle a ce niveau, bac plus 4, bac plus 5, etc. Et donc, j'aimerais te féliciter parce que tu as le niveau en rapport avec ton épreuve. Et cette épreuve, elle est là pour révéler justement ce potentiel que tu peut-être ignores sur toi, cette capacité qui est en toi, et Dieu veut simplement la révéler, comme il a fait avec tant d'hommes, avec Moïse, avec Abraham, avec tant d'hommes dans le passé. Il veut révéler l'homme fort qui sommeille ou la femme forte qui sommeille au fond de toi. Donc, j'aimerais t'encourager en disant que ça ne sera pas là éternellement. Ça finira par aller. Et pendant ce temps, sois courageux. Donc, c'est-à-dire, ouvre ton cœur à Dieu, à quelqu'un, à un ami, à un proche. Ne reste pas tout seul. Et cette montagne-là, c'est le chemin vers ta destinée. Voilà, que Dieu te bénisse et vraiment qu'il te fortifie. Et j'ai hâte d'entendre ton témoignage de victoire prochainement. Yes! Donc, félicitations à toi qui es en train de passer cette montagne. Tu vas y arriver, ne t'inquiète pas. Et fais confiance à Dieu dans tous les cas. Nous sommes arrivés à la fin. Charlie, je te remercie vraiment. Merci à toi, c'était un plaisir. Parce que, en fait... Abonnez-vous, abonnez-vous, mettez des pouces bleus. Je sais pas s'il y a encore des pouces bleus sur YouTube. Je pense, oui. Donc, mettez des pouces de toute façon. Et puis, exactement. Mais en tout cas, merci encore une fois et je suis vraiment contente. J'ai même il y a eu des rappels que tu as donnés quand tu étais en train de parler. Donc, ça m'a vraiment fait du bien aussi personnellement. J'espère que ça vous a fait du bien aussi. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini parce que Charlie, tu as une bonne nouvelle pour ceux qui sont en train de regarder actuellement. Je te laisse le dire du coup. Alors, la bonne nouvelle, c'est que actuellement, donc là, mon livre, il est à moins 20%. Donc, il est à 20 € habituellement, mais là, je passe à 13 € jusqu'à la fin de l'année. Et pour un livre acheté, pour une copie achetée, je vous offre la deuxième gratuitement. Donc, frais de livraison offerts en France métropolitaine pour le moment. Malheureusement. Voilà. Désolé. Les gens de la Martinique, pardon. On espère un jour toucher d'autres cieux, mais voilà, pour le moment, je les restreins à la France métropolitaine. Et puis, pour ceux qui veulent, je peux aussi vous l'envoyer par messagerie électronique. Voilà. Il y a aussi une version électronique si vous le souhaitez. En tout cas, voilà, j'offre un livre offert pour un livre acheté. Et la dernière nouvelle, je ne sais pas si je t'ai pas dit, je pense pas. Je vais être surprise moi-même. mais je prépare déjà la V2, le tome 2 du livre qui sera l'art de vaincre la peur. Waouh! En avant-première, l'art de vaincre la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de plein de choses. On va parler de la peur dans tous ses états. Mais quel privilège! Je n'étais même pas au courant du titre du livre. C'était ma surprise. Oh, merci! En tout cas, vraiment, j'espère que vous allez pouvoir profiter de ça. Donc, le lien sera dans la description, donc juste en dessous de la vidéo. Vraiment profitez et je crois que ça va vous bénir, mais aussi que ça va bénir d'autres personnes. En plus, le fait d'avoir un livre gratuit en plus, ça peut vous permettre de bénir gratuitement quelqu'un d'autre, de permettre à la personne d'être délivrée, peut-être qu'elle est oppressée depuis plusieurs années, que tu puisses être un sujet de bénédiction pour les autres à travers ce livre en l'offrant. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, après-midi, soirée et on se retrouve très bientôt. Bye! Ciao.
Eh Bam, bam, bien, bam. c'est énorme. C'est incroyable.